Il fallait punir Kadhafi. Nous étions seuls à défendre cette position que vous avez mentionnée. Qu'il s'agisse de Kadhafi ou qu'il s'agisse de Babo. Cher monsieur, vous ne connaissez pas l'Union africaine. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et puis les bombardements ont commencé le jour même, c'était un samedi. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts. Dès que la résolution a été adoptée, ils ont commencé le bombardement. Les chefs d'État nous ont donné un pouvoir supranational dans un seul cas. Celui qui consistait à dire, s'il y a un coup d'État, vous faites tout pour empêcher ce coup d'État de réussir. Et donc, dès qu'il y a un coup d'État, vous condamnez immédiatement, sans attendre une autorisation des États membres. Et vous mettez en place les sanctions immédiatement. Parce qu'aucun chef d'État, même s'il est arrivé par un coup d'État, ne voulait se faire renverser par un coup d'État. C'est le seul domaine où on nous a donné les pouvoirs, le porte-avions nucléaire s'est acheminé là-bas et les bombardements ont commencé. Mouammar Kadhafi était devenu en février 2011 le chef d'État ou de gouvernement le plus ancien du monde arabe, avant que son convoi ne soit obligé de changer de route par des tirs des avions de l'OTAN, puis il s'est retrouvé piégé dans une embuscade. Il a été capturé, puis tué ainsi que son fils. Voici l'histoire sur la fin tragique de Mouammar Kadhafi assassiné par l'OTAN. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Mouammar Mohamed Abu Minyar Kadhafi est né le 19 juin 1942 dans une zone rurale située à l'extérieur de la ville de Sirte dans les déserts de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye. Il a grandi dans la région désertique de Sirte d'où il a reçu tout d'abord une éducation islamique dispensée par un cheikh. Son éducation dans la culture bédouine influence ses goûts personnels pour le reste de sa vie, il préférerait le désert à la ville et se retirait souvent là-bas pour méditer. À l'âge de 9 ans, il entre à l'école primaire de Sirte, devenant le premier membre de sa famille à suivre des études. Mouammar Kadhafi étudie le droit à l'université de Libye puis, passionné par l'armée, entre à l'académie militaire de Benghazi en 1963. D'où il organise clandestinement, avec d'autres élèves officiers, le mouvement des officiers unionistes libres, qui est formé dès 1964. Kadhafi affirme par la suite, quand nous avons décidé d'entrer à l'académie militaire. Vous considérez également dans votre bilan, votre passage à la Commission de l'Union africaine, pendant votre passage à la Commission de l'Union africaine, l'assassinat de Kadhafi, vous considérez cela comme un échec personnel, le transport du président Gbagbo à La Haye, pendant que vous étiez président de la Commission de l'Union africaine, est-ce des échecs personnels? Cher monsieur, vous ne connaissez pas l'Union africaine. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Essayez d'abord de lire et de connaître le fonctionnement de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas une organisation internationale, c'est une organisation intergouvernementale. Même l'Union européenne, qui constitue pour nous un modèle, on voudrait tendre vers la situation de la Commission de l'Union africaine. Nous sommes encore très loin de l'unité de ça. Ce sont les chefs d'État qui décident de tout. Nous avions eu jusqu'à maintenant un seul mandat clair. Les chefs d'État nous ont donné un pouvoir supranational dans un seul cas. Celui qui consistait à dire, s'il y a un coup d'État, vous faites tout pour empêcher ce coup d'État de réussir. Et donc, dès qu'il y a un coup d'État, vous condamnez immédiatement, sans attendre une autorisation des États membres. Et vous mettez en place les sanctions immédiatement. Parce qu'aucun chef d'État, même s'il est arrivé par un coup d'État, ne voulait se faire renverser par un coup d'État. C'est le seul domaine où on nous a donné les pouvoirs absolus. Alors revenons à certains cas que vous avez mentionnés. Qu'il s'agisse de Kadhafi ou qu'il s'agisse de Babo. Vous avez cité deux cas. Vous pouvez en citer d'autres. Je vous répondrai sur chacun de ces cas. S'agissant de Kadhafi, les États membres se sont réunis. À ce moment-là, ils se réunissent soit au niveau des ambassadeurs qui gèrent avec le président de la Commission de l'Union africaine quotidiennement l'activité de l'organisation. Qu'il s'agisse de la réunion des ministres qui se réunissent tous les 6 mois, ou qu'il s'agisse de la réunion des chefs d'État tous les 6 mois. Ce sont ces différents organes qui prennent les décisions. Alors parlons de Kadhafi.
qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une réunion de chefs d'État assez houleuse. La plupart, la majorité des chefs d'État n'étaient pas d'accord sur la no-flying zone, la zone d'exclusion aérienne, n'étaient pas d'accord. D'autres étaient d'accord. Nous avons eu donc un débat et la majorité a tranché et par décision sur la nécessité de ne pas accepter une intervention militaire étrangère en Libye. Vous me suivez bien? Quelques États se sont prononcés contre cela, dont Ali Bongo. Le Gabon était à l'époque membre du Conseil de sécurité. Les décisions de l'Union africaine ont été violées par les 3 membres du Conseil de sécurité. Nigeria, Afrique du Sud et Gabon. Violées. Parce que si le Conseil de sécurité, pour voter cette résolution, qui a été la résolution 1975 ou 73, si cette résolution avait eu un seul veto, la Russie, ou la Chine, ou la France, ou les États-Unis, ou le Royaume-Uni, elle ne serait pas passée. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont voté l'intervention militaire en Libye. Les 3 Africains aussi. La Russie et la Chine se sont abstenus. Suivez-moi bien. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'histoire avant de se prononcer rapidement. Et puis les bombardements ont commencé le jour même, c'était un samedi. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts. Dès que la résolution a été adoptée, ils ont commencé le bombardement. Le Charles de Gaulle a quitté le port de Toulon pour s'acheminer vers le golfe de Sirte. Le porte-avions nucléaire s'est acheminé là-bas et les bombardements ont commencé. Malgré notre position. Tous les États se sont retrouvés à Paris, sauf l'Union africaine. J'ai été invité activement. J'ai demandé aux autres, il vaut mieux ne pas aller. Je ne suis pas allé au déjeuner de Paris qui ne servait qu'à entériner les décisions qui étaient déjà prises. Et les bombardements de la Libye ont commencé. À ce moment, nous avons pris une série de décisions. Nous avons mis en place un plan de règlement du conflit en 5 points. Parmi ces 5 points, il s'agissait de dire d'abord, il faut accepter un cessez-le-feu général, une cessation des hostilités générales. Le deuxième point, il faut mettre en place une autorité de transition consensuelle. Consensuelle, ça veut dire sans Kadhafi, forcément. Consensuelle, qui devait gérer la transition. Et puis, nous mettons en place des institutions démocratiques de la Libye. Enfin, on a ajouté d'autres points, le règlement des problèmes humanitaires, etc., etc. C'est ça qu'il faut connaître. Ce plan a été écarté. J'ai fait le tour du monde. J'ai été à Washington, j'ai été à Londres, j'ai été partout, partout, pour défendre notre plan. Peine perdue. La Ligue des États arabes était sur la même longueur d'onde que les Occidentaux. Il fallait punir Kadhafi. Nous étions seuls à défendre cette position. On leur a dit, j'ai été moi-même planché à l'OTAN, devant toutes ces personnalités de l'OTAN, militaires et civiles, pour leur dire, mais est-ce que vous croyez que, après le bombardement de la Libye, la paix reviendra comme ça? Ils n'étaient pas capables de répondre. Ils n'étaient pas capables de répondre. Lorsque nous leur avons dit que nous apprenons qu'aujourd'hui, les armes que vous distribuez aux anti-kadhafistes sont déjà dans le désert et qu'ils vont servir, et qu'elles vont servir à déstabiliser l'Afrique subsahélienne. Ils ont dit, mais non, vous exagérez, c'est pas vrai. Et je leur dis, les Israéliens eux-mêmes nous disent que ces armes, les Stinger et les autres armes, roquettes. Les roquettes, enfin, sont aussi arrivées chez les Palestiniens. Il dit, oui, ils nous ont dit ça. Mais alors, comment vous pouvez croire que ces armes sont arrivées jusqu'en Palestine et qu'ils ne soient pas arrivées juste en traversant
le désert du Sahara. On leur a dit tout ça, ils n'ont rien voulu savoir. Nous avions un plan clair. Aujourd'hui, allez leur demander si nous n'avions pas raison. Allez leur poser la question si nous n'avions pas raison. Alors, sur cette question, Monsieur le Président, je vais me permettre, on savait cette vérité-là. Je voudrais résumer simplement en disant l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale. C'est un grand machin, non, disait un peu. Il ne faut pas exagérer. Le général de Gaulle l'avait déjà dit. Oui, mais il a dit de l'ONU. De l'ONU. Est-ce que l'ONU est un grand machin? Non. Si l'ONU n'existait pas. Pour l'Union africaine. Si l'Union africaine n'existait pas, vous croyez qu'il ne faudrait pas l'inventer? Si, mais pas dans cet état-là. Oui, c'est vrai. Pas dans cet état-là. Parlons du Gabon. D'ailleurs, lui, il ne serait pas pour, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Bon. Monsieur le Président. Vous voyez que j'ai traîné sur cette question, je pouvais rester encore 2 heures sur cette question, mais bon. On n'en a pas le temps. On n'en a pas le temps. On n'en a pas le temps. Le grand point de votre programme, à vous, c'est quoi? Mohamed Abou Minyar Kadhafi est né le 19 juin 1942 dans une zone rurale située à l'extérieur de la ville de Sirte dans les déserts de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye. Il a grandi dans la région désertique de Sirte d'où il a reçu tout d'abord une éducation islamique dispensée par un cheikh. Son éducation dans la culture bédouine influence ses goûts personnels pour le reste de sa vie, il préférerait le désert à la ville et se retirait souvent là-bas pour méditer. À l'âge de 9 ans, il entre à l'école primaire de Sirte, devenant le premier membre de sa famille à suivre des études. Mouammar Kadhafi étudie le droit à l'université de Libye puis, passionné par l'armée, entre à l'académie militaire de Benghazi en 1963. D'où il organise clandestinement, avec d'autres élèves officiers, le mouvement des officiers unionistes libres, qui est formé dès 1964. Kadhafi affirme par la suite, quand nous avons décidé d'entrer à l'académie militaire, ce n'était pas pour devenir des soldats de métier, mais pour infiltrer cette institution et préparer la révolution. Notre pays était occupé par des forces étrangères, américaines et britanniques. Tout cela s'ajoutait à la présence permanente de l'armée italienne de colonisation. Notre devoir était de libérer notre terre de cette occupation. Après l'obtention de son diplôme en 1965, il est envoyé au Royaume-Uni pour suivre un entraînement supplémentaire au British Army Staff College et revient en 1966 en tant qu'officier dans le corps des transmissions. Il est promu capitaine, mais son avancement est retardé de 3 mois pour motif disciplinaire, pour avoir brutalisé un soldat de son unité. Peu avant le coup d'État de 1969, il est rétrogradé au rang de lieutenant, à nouveau pour raisons disciplinaires. Au cours de l'année 1960, le mécontentement de la population va croître à l'égard du régime monarchique. À cela s'ajoute sur le plan international l'alliance étroite avec les États-Unis et le Royaume-Uni, perçue par une partie de l'opinion comme un alignement sur l'Occident et d'autant plus mal vécu, du fait de la présence de troupes étrangères sur le sol libyen et de la part des compagnies internationales dans l'exploitation des recettes pétrolières du pays. Ayant constaté l'impossibilité d'organiser une révolution populaire pour renverser la monarchie, les officiers font le choix de la méthode du coup d'État, longuement préparée par une méthode de noyautage de l'armée et par le recrutement de nouveaux membres. Kadhafi impose aux conjurés une discipline stricte et des règles draconiennes d'hygiène de vie. Une première tentative de coup d'État est abandonnée le 12 mars 1969, à cause de la présence d'une partie des officiers supérieurs à un récital de Kaltoum qui rend leur arrestation impossible. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, alors que le roi se trouve à l'étranger pour suivre sa cure annuelle, les officiers investissent à Tripoli et Benghazi, les différents lieux stratégiques. Vers 2 heures du matin, le prince héritier, ainsi que les principaux dirigeants gouvernementaux et officiers supérieurs, sont arrêtés sans difficulté. Quelques échanges de coups de feu ont eu lieu, mais la prise de pouvoir est réalisée avec un minimum d'effusion de sang. À l'aube, Mouammar Kadhafi se rend à bord d'une jeep chargée d'armes, à la station de radio de Benghazi et lit le communiqué de la Révolution. Le chef des conjurés annonce que l'armée, répondant aux rappels incessants au changement et à l'épuration du peuple de Libye, a renversé le régime monarchique, réactionnaire et corrompu, et proclame l'avènement de la République arabe libyenne. En l'espace de 3 jours, les résistances cessent en Libye. Le roi Idriss, surpris par la nouvelle durant son déplacement à l'étranger, tente vainement d'obtenir l'aide du Royaume-Uni. Les chefs de la conjuration demeurent anonymes dans un premier temps. Ce n'est que le 8 septembre de la même année que le nom de Kadhafi est publiquement révélé comme la tête pensante du complot. À 27 ans, Mouammar Kadhafi est désormais chef de l'État en 1969. Dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi se distingue par un projet volontariste de concrétisation du panarabisme via l'union de la nation arabe, avec pour finalité d'effacer les traces de la domination occidentale, persistante même après la décolonisation.
Ce qui apporte le 27 décembre 1969 que la République arabe libyenne signe avec l'Égypte de Nasser et le Soudan de Ghaffar Nimeri une charte révolutionnaire, dite aussi Pacte de Tripoli, qui lance le projet d'une fédération, définie comme une alliance révolutionnaire dont le but est de déjouer les intrigues impérialistes. Dès ses premiers mois de pouvoir, Mouammar Kadhafi procède à la nationalisation de certaines entreprises, notamment celles détenues par des ressortissants italiens et les banques étrangères. Il demande à l'armée britannique de quitter la Libye après 13 ans de présence militaire. Il ordonne ensuite aux États-Unis d'évacuer leur base militaire. Il réussit à imposer pour la première fois une augmentation du prix du baril de pétrole, ouvrant ainsi la voie aux autres pays producteurs, ce qui amène à terme un déséquilibre de la géopolitique du pétrole. Kadhafi introduisant sur le plan de la politique intérieure de nombreuses mesures populaires, telles le doublement du salaire minimum ou le gel des loyers. Les palais royaux deviennent des bâtiments publics et l'enseignement est arabisé. Les États-Unis, constatant que le nouveau dirigeant libyen, très religieux, n'est en conséquence pas communiste, sont tout d'abord rassurés, ils acceptent le non-renouvellement de leur base militaire et ne se formalisent pas du relèvement des royalties et de la fiscalité en matière pétrolière, qui leur apparaissent comme plutôt justifiées. En outre, plusieurs secteurs retrouvent l'accès à Internet dans leurs foyers respectifs. Visiblement, Mouammar Kadhafi se concentrait beaucoup sur la nationalisation de son pays, et Kadhafi opérait régulièrement des remaniements du gouvernement et des bouleversements des structures administratives afin d'empêcher tout contre-pouvoir de se constituer et d'entretenir un désordre délibéré, envisagé comme mode contrôle de la population. Kadhafi se distingue également sur le plan social en prônant une certaine égalité des sexes, tout en maintenant sur le plan idéologique une conception essentialiste de la femme. En 1970, 2 raids consécutifs organisés par des mercenaires français visent Tripoli, mais échouent tous deux. Le premier est commandité par le monarque déchu Idriss Ier et est dirigé par Roger Bruni et Daniel Larapidi avec le soutien logistique du Royaume-Uni. Le second, commandité par le roi du Maroc, Hassan II, est mené par Bob Denard avec 200 hommes. Sur le plan international, Kadhafi adopte d'emblée des positions radicalement tiers-mondistes et anti-impérialistes, il multiplie les diatribes, parfois injurieuses, contre l'Occident, les différents dirigeants arabes, et plus encore contre Israël. La Libye de Kadhafi acquiert un temps une réelle popularité auprès de certaines populations du tiers-monde, auprès desquelles elle fait figure de porte-parole. La fusion du Tchad et de la Libye, suscitant la réprobation de la France. Kadhafi apporte son aide au président tchadien, Goukouni Ouédeye, ce qui lui vaut l'inimitié de la France et entraîne la Libye dans une longue période d'implication dans le conflit tchadien, jusqu'en 1987. Paris accuse en effet Kadhafi d'ingérence au Tchad, et envoie à 2 reprises l'armée soutenir Hissène Habré contre l'avancée des forces de Ouédeye, qui a été renversée par ce dernier, soutenu par l'armée libyenne. La France a cependant toujours nié avoir été impliquée dans la tentative d'assassinat de Goukouni Ouédeye. Mouammar Kadhafi soutient par ailleurs à travers le monde de nombreuses organisations armées menant à éradiquer des actes de terrorisme, des actions indépendantistes ou des soulèvements de toutes sortes. Le dirigeant libyen s'immisce dans la guerre du Sahara occidental, durant laquelle il soutient le Front Polisario contre le Maroc, et dans la guerre du Liban en finançant diverses factions pro-palestiniennes. Il apporte son soutien aussi bien à l'ANC dans le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans les années 1980, les rapports, déjà difficiles, de la Jamaïria arabe libyenne avec les États-Unis se détériorent de plus en plus, l'administration Reagan se montrant de moins en moins tolérante envers l'interventionnisme de Kadhafi en Afrique. Les navires américains, au début des années 1980, sillonnent régulièrement le golfe de Sirte décrété mer intérieure libyenne par Kadhafi. En août 1981, les manœuvres américaines conduisent à un incident, au cours duquel 2 avions de chasse libyens sont détruits en vol. En 1982, les États-Unis décrètent un boycott de la Libye, accusé de soutenir le terrorisme international. La tension atteint son apogée durant l'année 1986. Le 19 janvier, les navires de l'US Navy pénètrent à nouveau dans le golfe de Sirte et essuient des tirs de missiles. Leur riposte coule 5 vedettes et détruit un poste de défense aérienne. Le colonel a fait face à plusieurs tentatives d'assassinat venant des États-Unis.